Bien, bonjour à toutes et tous. Donc, on va lancer notre deuxième séminaire de l'année en lien avec la Fondation Gabriel Péry, l'Université de Paris 1, l'Université de Rouen, l'Université de Bourgogne et Franche-Comté encore un temps, et j'insiste sur Franche-Comté aujourd'hui puisque on va parler de Jean-Charles. Mais au-delà de ce lancement de la deuxième séance du séminaire, on voulait vraiment remercier l'IHS-CGT pour l'invitation, parce que c'est important qu'il y ait des coopérations ensemble, entre autres, bien sûr, sur le sujet. La CGTU, ça va de soi, mais ce séminaire qui est consacré depuis maintenant de nombreuses années sur les ateliers de l'histoire du communisme, l'histoire globale entre le local et l'international, et de penser l'ensemble de la galaxie, se devait de présenter au cours d'une de ces séances tous les enjeux de la fondation, du moment fondateur que constitue la sortie de la Première Guerre mondiale, que constituent les enjeux de l'ombre portée de la Révolution d'octobre dans la recomposition du mouvement ouvrier à la sortie de guerre, avec en particulier le syndicalisme révolutionnaire qui prend une place importante, qui a su dénoncer la guerre pendant la période 1914-1918, pensons à Zimmerwald, Kiental et tous les enjeux que la CGT a menés comme combat aussi à l'intérieur contre les logiques de guerre, et comment, en fin de compte, ça a marqué la scission du mouvement ouvrier au lendemain de la Première Guerre mondiale. Donc ça, cette séance, elle devait arriver un jour, et c'était possible grâce, entre autres, à Georges Viali, qui est dans la salle, à Claude Cuénaud, qui n'est pas là aujourd'hui, il n'a pas pu être là parce qu'il travaille, etc. Et puis, qui ont permis, pardon, de nous retrouver le manuscrit de cette thèse de Jean-Charles, qui était, on va dire, mythique, puisqu'elle n'avait pas été soutenue. Elle avait été préparée, mais elle n'avait jamais été soutenue. On avait plusieurs articles de Jean-Charles publiés dans les cahiers de l'Institut Maurice Thorez, pas seulement d'ailleurs, puis d'autres articles plus tard. Je pense entre autres au colloque que Serge Volikov avait organisé à Dijon il y a quelques années sur l'internationalisme à l'épreuve. Et c'était le colloque où Jean-Charles était intervenu et avait présenté les travaux de cette thèse, mais qui n'avaient jamais été soutenus, les conclusions de cette thèse en cours. Et on a du coup retrouvé ce tapuscrit, alors qui était au CHS, qui était à Paris 1, mais tu en diras un mot peut-être de manière un peu plus précise, Michel. Et l'ayant retrouvé, il a été retravaillé, numérisé, retapé, etc. Alors, pas dans son intégralité en fonction de ce qu'on a pu obtenir. Et puis, ça donne cet ouvrage que vous avez ici sur la table et que vous pouvez voir, publié aux presses universitaires de Franche-Comté, parce que Jean-Charles a fait sa carrière à l'université de Besançon, et c'était important que ce soit au PUFC qu'elle soit publiée. Donc, un tapuscrit années 70 et 80, donc vous voyez, c'était tapé à la machine, c'était parfois écrit à la main, il y avait des rajouts, il y avait on pourra changer ça à tel moment donné, etc. Donc il y a eu tout un travail d'édition, et l'éditeur a choisi aussi de garder ces insertions postérieures des années 80 dans le manuscrit, pour que vous puissiez voir la démarche intellectuelle qu'avait Jean-Charles. Alors voilà rapidement pour la présentation de la séance, si ce n'est que, bien sûr, ça participe à la naissance, hein, ce que je disais tout à l'heure, de la Confédération générale du travail unitaire, mais aussi du PC, dans cette galaxie, dans ces montées des oppositionnels, jusqu'à la genèse de la CGTU et au début des années 20, une présentation globale. Alors pour la séance, je serai aujourd'hui le discutant, avec deux invités. Michel Pigenet, donc professeur émérite d'histoire contemporaine à l'Université de Paris 1, qui nous a fait l'honneur de faire la postface à l'ouvrage, mais dans une logique aussi de coopération, comme je le disais tout à l'heure, par rapport au séminaire de la Fondation Gabriel Péry et de l'IHS. Et puis Morgan Poggioli, qui est à l'Université de Bourgogne, ingénieur de recherche à l'Université d'études, mais bientôt de recherche, hein, parce que vu tout ce qui a été fait, et maintenant qui est rattaché aussi à la Maison des sciences de l'homme de Dijon, et qui est, avec tous les deux, on a mis en place, disons, la logique de l'édition,
Et bien sûr, sa thèse remarquée sur la CGT et les enjeux de la réunification syndicale l'amenait bien sûr à travailler sur cette édition. Donc tous les deux, c'est eux qui vont plutôt faire le séminaire. Moi, je serai juste là pour leur poser des questions et puis bien sûr, vous aurez aussi la parole tout à l'heure sans souci. Voilà un petit peu la présentation de la séance. Alors, je salue le public nombreux puisqu'on a une belle salle aujourd'hui, et puis aussi le public qui est en ligne, puisque c'est l'avantage avec aujourd'hui le numérique et la technique de la Fondation Gabriel Péri. On est suivi un peu partout, on va dire, et il y a beaucoup d'inscrits. Alors, donc, naissance et implantation de la Confédération générale du travail unitaire 1918-1927, c'est un moment particulier. J'ai prévu 5 questions ouvertes. Vous les avez reçues un petit peu en avance et vous faites comme vous voulez pour répondre. Mais la première, ce que j'aimerais, je l'ai déjà un petit peu évoqué, mais de manière trop rapide, et c'est vous qui allez le faire, de revenir sur la démarche à la fois scientifique et éditoriale de cette aventure d'une thèse non soutenue, mais dont on retrouve le tapis. Comment faire? C'est quand même assez singulier comme démarche, et j'aimerais que vous reveniez tous les deux dessus dans un premier temps. Vous n'êtes pas obligé de répondre tous les deux à toutes les questions, vous pouvez vous partager, et là il y a une liberté totale, bien sûr, par rapport à ça. Ben, là, je pense que Morgane a Vas-y, quand même Morgan. été pilier de cette édition et le mieux placé pour répondre. Je dirais quelques mots sur peut-être les origines, mais je pense que c'est Morgan qui... Alors déjà, je ne suis pas le pilier, il y a 3 piliers, d'ailleurs c'est bien marqué sur la couverture. Toujours est-il que quel était l'intérêt initial d'éditer cette thèse? D'abord, comme tu l'as déjà un peu dit en introduction, c'est que cette thèse est vraiment un travail pour tous les chercheurs du mouvement ouvrier et du mouvement syndical, une thèse dont tout le monde avait entendu parler, mais à part les quelques articles, pas les quelques, mais les articles que Jean-Charles avait publiés, personne n'avait pu lire ce tapuscrit. Si bien que quand effectivement, au décès de Jean-Charles, ce tapuscrit est réapparu et que Claude Queneau a tout de suite compris l'intérêt de cette retrouvaille et a obtenu l'accord de la femme de Jean-Charles pour le publier et qu'il est venu te le proposer à toi en premier. Bravo. La question en fait ne s'est Oui, et la question c'est même pas posée de savoir s'il y avait un intérêt à le publier. Il y avait l'intérêt était flagrant. Sans vouloir faire d'égo-histoire, mais quand même, en plus, Serge est là dans la salle et je ne le savais pas. Moi, quand je commence ma maîtrise sur la CGTU en Saône-et-Loire en 98, mon directeur de mémoire, donc Serge Bolikoff, m'explique qu'il y a 2 thèses qui sont déjà en cours sur la CGTU, une menée par Jean-Charles, dont il me dit d'ores et déjà en 98 qu'elle sera certainement jamais soutenue, et une autre entamée par Sylvain Boulouc. Et donc, il me dit, il faut que tu lises les travaux de Jean-Charles, faute de pouvoir déjà lire sa thèse. Et donc, tout ça pour vous dire que ça commence à dater de plusieurs dizaines d'années, et que voilà, tout le monde connaissait l'existence de ce manuscrit, mais personne ne l'avait jamais lu. Donc, l'intérêt était évident, et quand on lit un peu le manuscrit, il devient doublement pertinent que cette thèse, malgré, on y reviendra sur les limites de ce travail, devait être éditée. L'accord des PUFC, qui est arrivé très rapidement, a facilité aussi l'exercice, c'est-à-dire que s'engager dans l'édition d'une thèse inachevée, quand on a déjà un accord d'un éditeur, ça motive aussi les troupes. Et ensuite, la question de l'approche éditoriale, c'est ça que... Démarche scientifique et la démarche entre les deux, puisque c'était un peu ça, c'était comment, en fin de compte, un tapuscrit qui est inachevé peut être transformé en ouvrage, entre guillemets, scientifique. La question, on se l'est posée, la question était de savoir si on faisait une édition critique complète, c'est-à-dire avec des notes de bas de page pour annoter les différentes parties du manuscrit, ou de se contenter d'une note introductive, c'est l'option qu'on a choisie, et de garder le manuscrit en l'état.
y compris avec les annotations rajoutées posteriori de Jean-Charles, qui permettaient de maintenir en fait le tapuscrit original dans son état. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des parties où c'est marqué « partie à réécrire, en partie ou totalement ». Alors, Jean-Charles était assez dur avec lui-même, parce qu'il y a certaines parties qu'il estime devoir être réécrites, et quand on les lit, on se dit que le travail est déjà quand même bien solide. Mais donc l'optique qui nous est apparue la plus à la fois pertinente et qui permettait d'avoir un manuscrit aussi le plus lisible était de laisser le manuscrit en l'état, de faire une grosse introduction générale pour mettre en avant les points forts, les points faibles, recontextualiser l'objet dans son histoire, parce que c'est un manuscrit qui a sa propre histoire. Et c'est donc autour de cette note introductive générale et de laisser un manuscrit en l'état pour respecter le travail qui avait été fait, que l'on est parti, hein, finalement, sans vouloir rajouter finalement une troisième couche aux annotations initiales et a posteriori déjà de Jean-Charles sur son propre travail. Très bien. Tu voulais rajouter quelque chose, Michel? Oui, alors il se trouve que il faudrait refaire, mais je pense que Georges Bialy va en rajouter. Mais moi, j'ignorais que le manuscrit, le tapuscrit, avait été déposé au CHS. Et je ne l'ai appris qu'au moment du travail engagé. Et à ce moment-là, donc, je me suis tourné vers notre archiviste et documentaliste, Rossana Vaccaro, qui ne peut pas venir aujourd'hui, mais qui aurait mieux raconté cette partie de l'histoire du manuscrit. C'est que, donc, après la mort de Jean-Charles en 2017, une partie de ces papiers ont été déposés au CHS. Et à ce moment-là est arrivé le déménagement du CHS vers Condorcet, vers ce qu'on appelle le GED, hein, le grand équipement documentaire, et que au moment où les cartons étaient en train de se faire, je crois que c'est Claude qui est venu au CHS et qui a dit: est-ce qu'il serait possible de reprendre le tapuscrit parce qu'il y a un projet éditorial? Alors, oui, bien sûr, mais en même temps, quand c'est déposé, c'est déposé. Il y a des archivistes dans la salle, ils savent qu'il y a un certain nombre de règles, et Rossana, encore récemment, me disait: mais tu leur demanderas quand même si le manuscrit a été restitué au GED maintenant. Parce qu'elle a dû batailler avec les responsables du GED, qui étaient dans une optique sans doute plus rigoureuse administrativement, hein, scientifiquement c'est autre chose, mais administrativement que nous l'étions au CHS. Voilà, donc mais c'est une bribe de cette histoire. Peut-être Georges complétera. Tu veux compléter maintenant, Georges? Oui, oui, vas-y. C'est un peu sur la période avant, au moment de la mort de Jean-Charles, avec Georges Bialy. C'est-à-dire, au moment de la mort de Jean-Charles, j'avais proposé, dans le cadre des Amis de la Maison du Peuple, j'ai proposé dans le cadre de l'association des Amis de la Maison du Peuple à Besançon, si on pouvait envisager une publication de la thèse de Jean-Charles. Parce que la Maison du Peuple, les Amis de la Maison du Peuple avaient déjà édité plusieurs brochures, mais beaucoup moins volumineuses, quoi. Pas l'équivalent d'une thèse, en tous les cas. Et c'est là que Claude Cuneau a intervenu, dont vous avez parlé, qui avait dit: ben moi je peux récupérer la thèse et on peut envisager une forme d'édition. Il faut déjà aller voir pour avant toute démarche, on va aller voir la veuve de Jean-Charles, donc Joëlle Moërran, qui avait les droits, enfin dans tous les cas, elle avait la main sur le document, quoi. Et dans un premier temps, c'était un petit peu tendu et difficile parce que Joël avait dit bon, pourquoi pas l'édition de la thèse, mais
en l'état. Donc, on édite vraiment complètement, quoi. Moi, je veux pas du tout qu'on la découpe, qu'on la remanie, qu'on expurge certaines parties, parce que, évidemment, comme vous l'avez dit, elle n'a pas été complétée totalement. Donc, elle voulait vraiment une édition en état. Et bon, il y a eu des allers-retours, des discussions, etc. Et finalement, elle a accepté que ça se fasse dans un cadre universitaire avec un mode de fonctionnement plus souple. Hein, en tous les cas, elle n'a pas maintenu. Et puis, ben, vous ne l'avez pas dit, vous avez commencé le travail et il était prévu qu'elle fasse une introduction. Voilà, et bon, manque de chance, elle est morte entre-temps. Donc, l'introduction ou la présentation qu'elle devait faire de la thèse n'a jamais eu lieu puisqu'elle est décédée. Elle a son mot. Oui. Son mot, hein. Oui. Son mot est posthume. Pas posthume, puisqu'elle nous l'avait envoyé. Voilà. On voulait le dire à la fin. Bon, pardon, autant pour moi. Tu avances sur notre. Non, je ne dis plus rien. C'est pas si ce sera fait. En tout cas, on a une pensée pour elle, voilà. C'est certain, puisque si elle n'avait pas été là aussi, on n'aurait pas pu mener à bien ce projet. Nous, on est triste qu'elle n'ait pas vu l'aboutissement final, puisqu'elle n'a pas eu la maquette. Voilà, c'est ça. Voilà. Ouais. Elle a eu le tapuscrit et c'est comme ça qu'elle a pu refaire, bien sûr, le texte qu'elle nous propose sur la démarche pionnière de Jean-Charles, parce que, et ça va faire la transition avec la suite, c'est qu'il a eu un accès aux sources du Comintern, de l'international communiste, de l'ex-institut du marxisme-léninisme à Moscou, à la fin des années 60, au moment de 68, hein, dans ces années-là, c'est son premier voyage en Union soviétique, où il peut avoir accès à des archives qui jusqu'alors n'étaient pas du tout accessibles aux chercheurs européens, et c'était vraiment le premier à aller à l'Institut du marxisme-léninisme pour avoir, alors avec je dirais un propusque, comme on disait à l'époque, un laissez-passer de Valdez-Crochet, hein, qui lui a permis d'aller rencontrer, bien sûr, non seulement les historiens qu'il connaissait de l'Académie des sciences, mais pour avoir accès à ces archives. Donc voilà la transition par rapport à cette question, et merci Georges d'avoir rappelé cette genèse. En fin de compte, il bénéficie d'un accès aux sources avant l'heure, et en quoi ça a été une chance, et puis surtout, qu'est-ce que ça apporte dans la démarche de sa thèse. Alors, il y a ici des praticiens plus expérimentés que moi des archives de Moscou, et je les laisserai en parler. Mais pour ce qui est de cette partie publiée, on va peut-être un peu déborder sur ce qui va suivre. Moi, ce qui m'a paru le plus intéressant, c'est la partie 1918-1922. Et sur cette partie-là, c'est pas tellement du côté de Moscou que l'on trouve le gros du travail, me semble-t-il. Bon, il me semble que Jean-Charles a eu aussi le courage de se plonger dans des sources austères, dans des bulletins, dans la lecture de journaux. Et ceux qui pratiquent ça savent combien c'est difficile, c'est embêtant, c'est ennuyeux, parce qu'il y a beaucoup de répétitions, parce que les perles, il faut garder l'œil vif pour les capter au moment où elles vous passent sous les yeux. Et il a fait un travail énorme. Et du coup, il restitue des données que d'autres historiens, plus paresseux ou moins persévérants, avaient laissé passer. Bon. Deuxièmement, il a quand même aussi beaucoup travaillé en collaboration avec Colette Chambellan, qui à l'époque régissait les archives et la bibliothèque du musée social, où, et c'était aussi la patte de Colette Chambellan, avait été accumulée toute une série de fonds de militants et qui étaient très actifs pendant la Première Guerre mondiale, au sortir de la Première Guerre mondiale, qui avait eu ensuite des itinéraires, on sait, hein, on va sans doute y revenir, compliqués
avec leurs engagements du départ, et qui étaient là aussi des fonds qui, pour beaucoup d'entre eux, attendaient leurs visiteurs, attendaient leurs lecteurs. Et moi, voilà, donc, pas praticien des archives de Moscou, je me dégage, mais en revanche, je souligne l'ampleur du travail réalisé par Jean-Charles dans ces sources qui existaient, mais qui attendaient qu'on aille s'y plonger dedans. Alors, il y a une chose quand même qui m'étonne, parce qu'il démarre son travail au milieu des années 60. On aura l'occasion de revenir sur l'historiographie de la période. C'est dire qu'il y a encore plein de survivants à cette date. Et ça, alors, évidemment, on voudrait l'interroger là-dessus, mais alors il en a rencontré, il le dit, il les a rencontrés pour accéder à leurs papiers privés. Mais il a discuté avec eux, c'est évident. Hein. Il dit bien que même au fur et à mesure, comment dire, les préventions tombent ou les masques tombent, c'est-à-dire que ses interlocuteurs comprennent qu'il est communiste, qu'il est toujours communiste. Et bon, mais la confiance s'est installée, donc il y a eu des discussions, il y a eu des conversations, mais de ça, dans le manuscrit qu'on a, il n'y a rien. Alors, il est bien évident qu'aujourd'hui, il en resterait davantage. Et sans doute, lui, l'a-t-il dans ses papiers quelque part, parce que je ne pense pas qu'il ait pu avoir ces conversations et ces échanges sans en garder une trace écrite quelque part. Mais voilà. Bon, donc, je m'en tiendrai là, mais déjà, en dehors même de Moscou, et pour la partie qui me paraît la plus intéressante du travail, ça aurait pu se faire presque sans les archives de Moscou. Désolé. Hein, non, mais vas-y. Mais en plus, je suis parfaitement d'accord avec toi. Et d'ailleurs, on le signale dans l'introduction, c'est certainement pour la suite post-1922 que l'usage des archives de Moscou aurait ou ont été, mais on n'a pas le reste du manuscrit, utilisé. Je voudrais juste revenir, et ça fera la transition, sur la masse considérable de la presse, et de tout type de presse, hein, nationale, locale, fédérale, des petits bulletins, enfin c'est incroyable, sans compter les archives aussi départementales. Les fonds qui ont été utilisés sont très nombreux, et il faut bien se rappeler qu'à l'époque, il n'y a pas Gallica, il n'y a pas Retro News, et qu'à chaque fois, ça veut dire des déplacements, dire que vraiment Jean-Charles a accompli un travail de dépouillement de la presse qui est vraiment impressionnant. Concernant maintenant, voilà, les archives de Moscou, parce que il s'avère que on en est à peu près sûr, hein, il est vraiment le premier, avant même Serge, à avoir eu accès aux archives du Comintern. Alors, il en dit quelques mots d'ailleurs dans son introduction, hein, et puis sa femme aussi, hein, sur les souvenirs qu'il a de ses voyages à Moscou. Alors, pour la première période, effectivement, il ne les utilise pas ou peu, déjà parce que la CGTU n'existe pas avant 1922 en tant que telle, donc les rapports sont moins constitués. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que même quand on connaît un peu les archives de Moscou, la masse d'archives avant 1923 est quand même beaucoup moins importante que celle post-1923 et 1924 avec la bolchevisation, où là, la culture du rapport se met vraiment en place. Avant 1923, les archives sont plus parcellaires. Alors peut-être que tous les fonds n'ont pas été rapatriés, mais je pense qu'il y a aussi quand même une pratique qui n'est pas encore instituée comme elle va l'être 2 ou 3 ans après. Il dit quand même, en particulier sur la deuxième partie 23-27 sur les effectifs, que là, moi, je m'attendais justement à trouver dans les notes de bas de page des références des archives de Moscou, et il n'y en a aucune. De mémoire, il n'y en a aucune. La seule note de bas de page où il en parle, c'est pour dire que les chiffres qu'il a trouvés dans les archives de Moscou lui paraissent tout aussi farfelus et absolument
inventé, enfin, c'est pas le terme qu'il invente, mais Exagéré. tout à fait exagéré, pour ne même pas les réutiliser en note de bas de page, même s'il aurait pu dire, voilà, tels chiffres sont cités dans les archives de Moscou. Il dit juste, voilà, les chiffres qui sont donnés par les archives sont absolument pas crédibles, donc je ne les utiliserai pas. Il le dit tel quel, et effectivement, il ne les utilise pas. Alors, je ne vais pas aller plus loin parce qu'on reviendra justement sur les méthodes par la suite, mais je pense que ce serait plutôt dans la deuxième partie du manuscrit qu'effectivement, là, alors, je vous dis, je les ai pas lus non plus, je peux juste vous donner quelques titres qui, à mon avis, ont peut-être été beaucoup plus, enfin, pour lesquels les archives de Moscou ont été peut-être plus utilisées. C'est l'adhésion à l'ISR. Là, je pense que sur cette partie-là, il doit y avoir des rapports, en particulier notamment sur toutes les négociations autour des liens organiques entre l'IC et l'ISR. Sur la question de l'Arour et du complot communiste et du procès qui est intenté à la CGTU et au parti, la crise du parti, enfin, il semble qu'a priori, c'est plutôt sur la deuxième moitié du tapuscrit que ces archives ont pu être utilisées, sans qu'on sache non plus exactement dans le détail à quelles archives il a pu avoir accès, parce qu'il le dit lui-même, que c'est vraiment au compte-gouttes, sans compter qu'il n'y avait pas d'inventaire encore à l'époque sur les fonds. Donc, nous en sommes réduits à des suppositions et des hypothèses sans pouvoir y répondre tant qu'on n'aura pas eu, mais ça peut-être qu'on en reparlera avec Georges par la suite, la deuxième moitié du manuscrit, même si ce n'est pas forcément dans une version, enfin dans une option éditoriale, mais au moins de connaître la suite des travaux. Simplement, il faut dire, comme il le rappelle en note, les archives étaient données, je dirais, de manière au compte-gouttes et sans l'inventaire. Les soviétiques avaient l'inventaire, connaissaient l'inventaire des fonds, mais ils donnaient ce qu'ils Oui, non, ce que je voulais dire, c'est que lui n'avait pas accès à l'inventaire. Donc, il fallait reconstituer dans un maquis vraiment archivistique, eh bien, d'où ça venait. Est-ce que ça venait de l'Internationale syndicale rouge, donc du centre, et ça descendait vers la périphérie, le modèle qui se met en place, tu as raison, à partir de 23-24, mais ça existe au moment de la fondation. Et puis l'autre mouvement, c'est qui est celui des rapports de la périphérie vers le centre. C'est-à-dire qu'on a ce double mouvement, et dans les inventaires, c'est pour ça que dans les codes de Moscou, il y a le fond 1 ou le fond 2. Le 1, c'est le centre, et le 2 sont les périphéries. Donc, c'est pour ça qu'on retrouve sur le 534-1 ou 534-2, pardon. Je recherchais si c'était le 3 ou le 4 d'un seul coup rapidement. Et c'est comme ça que l'on peut retrouver les deux aspects. Mais ça, il ne l'avait pas quand on lui fournissait ces archives. Et même beaucoup plus tard, au moment de l'effondrement du bloc soviétique et de l'ouverture des archives, il n'y avait pas non plus encore ces inventaires. C'est véritablement à partir de 91, 92, 93 et toute la démarche qui a été faite dans le cadre du projet Incomca auquel Serge Volikov était associé et avec le Conseil international des archives, qu'on a eu l'accès aux inventaires. Mais avant, il n'y avait pas accès aux inventaires. Donc, vous imaginez, on sait qu'il y a des archives, on sait que ça correspond à quelque chose, mais on ne peut pas comprendre où elles sont dans l'organigramme, où elles sont Enfin, c'est impensable pour toute organisation de comprendre comment ça fonctionnait. Donc, il a eu accès, ça c'était très bien, avant tout le monde, mais sans en avoir peut-être aussi tous les aspects de la dimension, globale. La vision globale des fonds de ce qui pouvait exister. Alors, après ce petit passage, mais vous avez eu raison de dire, c'est pas simplement une thèse à partir des archives dites de Moscou, c'est aussi à partir de ce qui était possible, accessible en France à l'époque. Et en France, à l'époque, eh bien, une partie des archives de police n'était pas accessible non plus. Donc, il fallait trouver, alors qu'aujourd'hui, elles sont largement accessibles, il fallait trouver d'autres sources et ressources que sont les bulletins, la presse, et dépouiller des choses qui sont des fois fastidieuses, mais qui sont importantes à faire. Est-ce que je peux rajouter juste un mot sur les archives de police, parce que il en parle dans sa préface, où il explique qu'il a consulté évidemment les fonds de la sûreté et qu'il estime que les policiers chargés de surveiller le mouvement ouvrier n'y connaissent absolument rien, ont une méconnaissance totale du mouvement en lui-même et qu'il y trouve d'ailleurs
à plusieurs reprises des formes de mépris qui, on le sent bien, le gênent, et qu'il les estime finalement si peu fiables qu'il explique que la plupart du temps, il s'en est passé et qu'il avait l'intention de s'en passer, et puis que le peu qu'il ait consulté lui a confirmé son idée initiale, c'est que les policiers sont vraiment de piètres scrutateurs du mouvement dont ils sont censés être les observateurs. Et c'est assez drôle et à la fois très franc, ce qui ne l'empêche pas, malgré tout, dans certains passages, d'utiliser les rapports des indicateurs qui, eux, là en l'occurrence, sont des sources sûres, de certains échanges qui ont pu exister entre des dirigeants et sur lesquels, là, il s'appuie bien. Mais en dehors de ces rapports-là de police sur les indicateurs, c'est vrai qu'on a très peu de notes de bas de page sur les fonds de la sûreté. Tu voulais rajouter quelque chose? Oui, un bémol et en plaidoirie pour les policiers. Il faut quand même dire que la période est très confuse. Hein, et que, évidemment, quand on suit les guédistes ou les vaillantistes au tournant 19e, 20e, on a des repères à peu près commodes. Quand on remonte dans le temps, ça devient plus compliqué. On ne sait plus les anarchistes, les socialistes, ça se confond. Mais disons, au début du siècle, là, ça commence à être bien clair. Entre 1918 et 1922, on peut quand même comprendre que les policiers aient quelques difficultés à bien saisir la constance des syndicalistes purs, des communistes purs, des syndicalistes communistes, des syndicalistes révolutionnaires, et j'en passe, hein, d'autant qu'ils changent face aux événements en permanence. Donc, quand même, ne jetons pas trop la pierre aux policiers, ils font ce qu'ils peuvent. Non, mais il faut quand même reconnaître que je suis d'accord avec toi, la période est très troublée, mais quand on regarde dans les années 20 ou les années 30, moi j'ai vu des rapports de police sur la MOI qui étaient intitulés Mouvement ouvrier international. Et là, c'était quand même une vraie méconnaissance de l'objet sur lequel ils étaient censés travailler, qui était, voilà... Ça court encore, hein, ça. Oui, ça court encore. Ça court encore. Mais bon, ça, c'est pas grave. On en reparlera à une autre séance du séminaire. On y va petit à petit. D'ici peu, ne vous inquiétez pas, on va vous appeler les principales conclusions, parce que c'est ça qui est le plus intéressant. Mais il fallait quand même parler un peu de la démarche. Et pour terminer la démarche, c'est en quoi, en fin de compte, Jean-Charles est marqué par une historiographie des années 60-70, 1960-70, au moment où il débute sa thèse. On a évoqué les noms, bien sûr, de Paris 1, de toute l'équipe autour de Jean Métron, puisque là aussi, c'est un des noms qu'il faut amener, apporter, puisqu'il était un des contributeurs aussi du dictionnaire biographique du mouvement ouvrier français, rendre les invisibles visibles. Eh bien, comment, en fin de compte, la démarche de Jean-Charles s'inscrit dans cette historiographie et comment le manuscrit en 2024, on va dire 23 quand il est publié à la fin de l'année 23 ou 2024, peu importe, on voit bien qu'il est encore marqué par cette historiographie et qu'il y a pu avoir peut-être une évolution d'ailleurs. On voit certaines choses, des annotations des années 80 où il change des petits aspects, mais essayer de revenir un peu sur cette historiographie avant, et puis c'est là-dessus où on vous attend le plus, effectivement, et le public aussi, sur les principaux apports du livre et les principales conclusions. Mais d'abord, ce petit passage d'historio. Michel. Alors, ce que je veux dire, c'est que c'est un... Jean-Charles écrivait. Alors, il écrivait très mal. Hein. Ceux qui se sont penchés sur les lettres qu'il pouvait écrire ont souffert. Mais il a une qualité d'écriture remarquable, ce qui fait que ça facilite la lecture de choses très compliquées. Mais je voudrais commencer pour te répondre sur une citation qui est tirée précisément de la très belle préface de Joël Moërran. Et on va se replacer dans les années 60 et 70. Donc c'est Jean-Charles qui parle. Hein. Je tiens à dire haut et fort, au début de ces réflexions désordonnées, que je refuse de toutes mes forces l'expression convenue, historien communiste, qu'elle me révulse. Je rêvais de pouvoir devenir un jour historien, et par ailleurs, profondément, religieusement, il y a un point d'interrogation, communiste. J'avais l'ambition secrète mais ancrée de contribuer à descendre en flammes l'histoire sainte du PC et d'enfin en faire une histoire à la fois laïcisée et honnête.
Et je crois que là, il nous aide à entrer dans le contexte. Alors, il a écrit, tu le rappelais, dans les cahiers de l'Institut Maurice Thorez, à un moment où d'ailleurs le contenu de ces cahiers change, où le côté mémoriel, témoignages de dirigeants avec leur point de vue de dirigeant, c'est-à-dire d'une histoire qui est une histoire qui doit répondre aux questions du moment et qui doit justifier le présent, va tenter, il va y avoir un renouvellement dans son conseil scientifique, de s'ouvrir à une histoire précisément moins instrumentalisée. Néanmoins, il en reste encore des choses. Et puis surtout, il y a la sortie, la publication, la soutenance, puis la publication de l'anthèse d'Annick Kriegel, qui est à la fois le premier travail scientifique sur le Parti communiste et en même temps qui avance un certain nombre de thèses qui irritent, le terme est faible. Bon, c'est la thèse, au fond, d'une greffe soviétique, bolchevique, sur le mouvement ouvrier français, et qui souligne en quelque sorte son extériorité, voire son étrangeté. Alors encore que Annick Kriegel, par la suite, a dit il y a des greffes qui marchent. Donc, mais il n'empêche, ça, c'était un défi lancé, et il y a eu, ça a indéniablement stimulé la recherche scientifique, mais néanmoins d'historiens communistes. Alors, je n'étais pas dans ces eaux-là à l'époque, donc par conséquent, je l'ai lu et vu, mais il fallait monter au créneau, hein, en quelque sorte, et répondre, mais pas répondre par la polémique, répondre par l'étude. Et il me semble que il suffit de lire Jean-Charles. Jean-Charles a lu attentivement la thèse d'Annick Kriegel et il en souligne les apports et il en discute aussi, mais très sérieusement, en argumentant. Bon, si on lit de près, on voit bien que de temps en temps, il y a une pique qui passe, mais un coup de patte, mais c'est une discussion. Et je crois que le travail de Jean-Charles, il doit s'éclairer par rapport à ça. Alors là, on est dans la deuxième moitié des années 60 et la première moitié des années 70. Où là, il va y avoir un conflit, hein, un conflit historiographique, avec des camps. Hein, et il y a à la fois une multiplication des travaux sur le communisme, mais là encore, d'autres ici en parleront mieux que moi. Et ce que fait Jean-Charles, c'est que, oui, lui aussi, il cherche à comprendre les raisons de l'implantation et du succès de l'implantation communiste en France, mais il ne va pas la chercher dans le Parti communiste, il va la chercher du côté du syndicalisme. Avec cette idée, là aussi, c'est rappelé dans le texte, il dit, c'est certainement pas moi qui ai eu le premier l'idée, mais je l'ai eu aussi, que l'ancrage du communisme en France, il est indissociable de son lien avec le mouvement syndical et de l'espèce d'imbrication, d'hybridation qui se fait partiellement, parce qu'il
le mouvement syndical est large, comme on sait, et la thèse le montre, est venu de là. Et donc, il va essayer de voir comment ça se passe du côté des organisations les plus importantes, numériquement, les plus implantées du mouvement ouvrier, les syndicats et le syndicalisme. Et je crois que là, c'est évidemment l'apport principal de Jean-Charles. Il n'a pas perdu de vue sa question et ses interrogations sur le communisme, mais il nous ouvre un livre jusque-là complètement délaissé sur la formation difficile, un accouchement douloureux et d'une certaine façon raté. Ça dure 15 ans et on plie bagage, finalement, en 1935, d'un syndicalisme communiste. Et il ouvre une connaissance sur quelque chose jusqu'à présent. Au fond, on était tellement habitué, quand je dis on, c'est la littérature de l'époque, qu'elle soit militante d'ailleurs ou historienne, au fond, on était convaincu de connaître la CGTU à partir du moment où on connaissait le Parti communiste. Ben, la démarche, c'est l'inverse. On va peut-être mieux comprendre le Parti communiste si on regarde la CGTU. Et ça, ça me paraît essentiel. Et je dirais que d'une certaine façon, Charles a marqué des points, mais pas suffisamment. Puisque, au fond, si on regarde les publications, si on regarde l'historiographie, elle reste encore très largement dominée par l'étude du communisme et du Parti communiste, alors que la CGTU, c'est l'enfant un peu délaissé de cette histoire. Et c'est aussi la raison pour laquelle il fallait le publier, parce que, en tout cas, nous, à l'IHS, ça nous intéressait énormément parce que c'est une histoire qu'on essaie de relancer. Je voulais juste rajouter deux petites choses sur l'ancrage historique de l'école Jean-Charles. Comme tu l'as dit, on voit bien, il le dit d'ailleurs dès l'introduction, qu'il y a deux thèses qui le motivent. C'est la thèse d'Annick Riegel, j'ai presque envie de dire les deux thèses d'Annick Riegel, c'est-à-dire celle sur les origines du Parti communiste et sa deuxième complémentaire sur les effectifs de la CGT de 1918 à 1921, dont il veut reprendre la suite et qui se retrouve dans la deuxième partie d'ailleurs de l'ouvrage sur les effectifs. Et puis il y a la thèse d'Antoine Pro sur les effectifs de la CGT, cette fois au moment du Front populaire. Et lui, il se dit qu'il va combler la période de l'entre-deux, tout en répondant en partie, en tout cas, à la thèse sur les origines du Parti communiste. Donc là, effectivement, elle est très marquée par le champ historique. Et puis, je trouve qu'elle est aussi marquée, alors en particulier sur la deuxième partie, c'est ce qu'on avait déjà dit dans les notes introductives, mais quand j'ai relu, mais en fait, la deuxième partie est beaucoup sur les effectifs. Elle rappelle en cela un peu le travail sur les travaux de Jean-Louis Robert sur la scission fondatrice de 1921, c'est-à-dire une histoire très quantitative qui s'intéresse aux chiffres et une forme d'histoire labroussienne appliquée au syndicalisme. Et d'ailleurs, dans son introduction, il en parle. Et il dit qu'il a rencontré Labrousse et que Labrousse l'encourage dans cette voie. Donc et ça, on l'avait pas tout à fait bien lu ou peut-être pas eu encore quand on a écrit nos notes introductives, mais donc on s'était pas trompé. Il y a vraiment le côté histoire quantitative, en tout cas sur la deuxième partie de cet ouvrage. Alors, je trouve que la grande différence avec la thèse de Jean-Louis Robert sur la scission de 1921, c'est qu'en tout cas, les tableaux et les chiffres sont plus accessibles aux non-mathématiciens. Mais ça, c'est à titre personnel. La thèse de Jean-Louis Robert est très ardue de ce côté-là. Là, c'est plus accessible chez Jean-Charles. Et donc là, oui, effectivement, on est aussi marqué sur la période de l'histoire quantitative. Mais je trouve qu'elle nous apprend beaucoup de choses et ce qui, à mon avis, nous permettra de faire le lien avec
ta quatrième question qui va être quand même sur les apports. Oui, parce on va pas rester trop longtemps dans l'historiographie. Il y a des questions plus qui arrivent sur le chat sur l'implantation, sont les travaux de Giraud, mais tout ça, il faut le replacer dans le contexte global du séminaire, hein. Il y a des réponses sur les séminaires précédents. Faut pas considérer qu'on n'a pas oublié ces choses-là auparavant. Il y aura encore une nouvelle séance du séminaire sur les générations d'historiens qui ont travaillé sur le communisme avec les archives départementales de Seine-Saint-Denis, à Bobigny et Pierre Boichu. Il y en aurait une en juin, il y en avait une l'an dernier en juin, ou il y a 2 ans, avec Jacques Giraud, avec Roger Martelly, avec Serge Volikoff, avec Daniel Tartakovsky, hein. C'était la première séance du séminaire et ça va continuer. Alors maintenant, après avoir planté un peu le décor sur les sources, sur comment dirais-je, les débats historiographiques et effectivement la logique, c'était de répondre à la thèse d'Annick Riegel, d'autant plus que la CGTU, ça a été dit, c'est l'enfant du PC et que les deux marchent ensemble et que pendant un moment même, pendant une période, c'est la CGTU qui tient à bout de bras la famille communiste. Elle est plus forte, cette famille communiste, au sein de la CGTU que n'est le parti dans les années 30, au début des années 30. S'il n'y avait pas la CGTU, mais là ça renvoie aussi à la thèse de Serge Volikoff sur l'international communiste et la SFIC, l'international communiste et la SFIC et l'international communiste, dans cette construction, à un moment donné, celui qui a le rôle du parti véritablement, alors qu'il a son étiage le plus faible, eh bien c'est la CGTU qui maintient l'implantation et qui maintient la forme de militance communiste au début des années 30. Alors, oui, bien sûr. Oui. Et revenons maintenant à la quatrième question, qui est celle des principaux apports du livre ou de la thèse de Jean-Charles. C'est-à-dire, vraiment, qu'est-ce qui est fondamental, qu'est-ce qu'il faut retenir de la thèse? Je sais qu'il y a plusieurs éléments, il y a plusieurs choses, mais comment vous pourriez résumer et donner, pour donner envie de lire, hein, à tous ceux qui s'intéressent à cette histoire-là, quel est l'apport de cette thèse? Je vais commencer, j'y vais. Bon. D'abord, elle se lit très agréablement. Je l'ai dit, mais je veux le répéter, sur des sujets complexes. C'est une bonne plume, Jean-Charles. Alors, il y a une difficulté quand même pour répondre à cette question, c'est que c'est un travail qui a été, pour l'essentiel, rédigé dans les années 70-80. Et nous sommes en 2024. C'est-à-dire que quand on lit un ouvrage qui vient juste d'être écrit et publié, on peut repérer beaucoup plus facilement ses apports sur le moment. Là, ça nous demande un travail qui est un travail rétrospectif pour voir qu'est-ce qui pouvait être nouveau à cette époque-là. Donc, et en même temps, nous ne la lisons qu'avec nos yeux d'aujourd'hui et avec notre savoir d'aujourd'hui. Donc, nos réponses, elles sont biaisées. Hein? Ça, c'est la première chose à dire. Alors, avec ce regard biaisé, hein, personnellement, ce que j'en vois, c'est peut-être pas ce que Jean-Charles voulait montrer. Ce que j'en vois, c'est d'abord la consistance, au sortir de la guerre, du syndicalisme révolutionnaire. Il y a toute une vulgate qui consiste à dire la guerre a tué le syndicalisme révolutionnaire. 14 Jouot devant la tombe de Jaurès a clos cette époque. Le syndicalisme révolutionnaire a échoué, il ne s'en relèvera jamais. Quand même, entre 1918, la fin de la guerre, même avant la fin de la guerre, ça a été dit tout à l'heure, et au moins 1925, il y a de beaux restes. Et dans le syndicalisme de lutte, c'est autour du syndicalisme révolutionnaire, à partir du syndicalisme révolutionnaire, qu'on discute. La grande question, évidemment, c'est celle, laissons de côté
les comptes à régler de la guerre, hein, qui sont essentiels, hein, bien entendu. Mais la nouveauté, c'est évidemment la révolution russe, mais cette révolution russe, elle est, en France, lue, interprétée, comprise en fonction des principes, des pratiques du syndicalisme révolutionnaire. Au fond, alors il a plein de belles formules, mais il dit à un moment, pour les syndicalistes révolutionnaires, le syndicalisme suffisait à tout. Alors, ce qui a changé après 1917, c'est que la révolution suffit à tout. Alors, est-ce que cette révolution, on va la faire par les idéaux, les pratiques, les objectifs qui étaient ceux du syndicalisme révolutionnaire d'avant 14, ou est-ce qu'on va avoir une hybridation avec la compréhension et la connaissance qu'on peut avoir sur le moment de ce qui se passe en Russie, des apports et d'une révolution qui s'est réalisée. Ah, celle-là, hein, la preuve du pudding, c'est qu'on le mange, et la preuve d'une révolution, c'est qu'on l'a fait. Et ça, quand même, moi, c'est quelque chose de très frappant. Et alors, pour prolonger, Jean disait, la CGTU, c'est ce qui permet au Parti communiste de survivre encore au début des années 30. Mais la thèse nous le dit, alors ça, on le savait, mais le travail de Jean-Charles le rappelle, et à l'époque où il le disait, bah là, on le savait beaucoup moins, c'est que c'est du côté, c'est la CGTU qui transforme le Parti communiste. Tu as une formule en disant la CGTU est l'enfant du Parti communiste. Non, ce que dit la thèse, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Il y a bien eu Tours, mais à Tours, tant du côté des syndicalistes qu'à Moscou, le compte n'y est pas. Hein. Tout reste à faire. Ils ont beau avoir voté toutes les conditions possibles et inimaginables, ça reste un parti, vu de Moscou et vu du côté des syndicalistes révolutionnaires, un parti réformiste, un parti de bavards, un parti... intellectuel et bourgeois. Voilà. Hein, et donc, tout reste à faire. Et comment le faire? Eh bien, en s'appuyant précisément sur les forces ouvrières, combatives et révolutionnaires qui sont dans le syndicalisme et qui viennent du syndicalisme révolutionnaire. Alors, non pas que Lénine soit un syndicaliste révolutionnaire ou qu'il ait la moindre... c'est vraiment pas sa formation et sa filiation. Hein, de ce côté-là, sa formation et sa filiation, c'est la social-démocratie allemande. Hein, mais les forces ouvrières et révolutionnaires, elles ne sont pas dans le Parti socialiste, elles sont dans le syndicalisme. Et là, évidemment, à partir de ça, il y a un malentendu. Hein. Il y a un malentendu qui va secouer la CGTU à peine formée. C'est que toute une série de syndicalistes révolutionnaires, avec des nuances, avec des gradations et avec des changements, pensent que il faut syndicaliser le parti communiste et en faire, au fond, le complément du syndicat. Et l'histoire a réglé la question. Mais au début des années 20, c'est ça. Et alors, ce qui est quand même fantastique, c'est que fin 1924, Moscou, parce que ça vient de Moscou, hein, fait rentrer à la direction du Parti communiste les cadres de la CGTU, les responsables, les secrétaires de la CGTU qui ne sont pas au Parti communiste, qui, du jour au lendemain, sont propulsés à la tête du Parti communiste et qui vont prendre leur carte, bon, j'allais dire évidemment, mais c'est en quelque sorte une
insertion, ce terme est trop faible, une projection de la CGTU dans le Parti communiste. Pour Moscou, c'est la clé de la bolchevisation. Et n'imaginez pas que les 4 cadres, il y a Montmousseau, il y a Racamon, bon, peu importe, là, j'ai pas les noms en tête, deviennent du jour au lendemain des suivistes de Moscou. Alors là aussi, il y a des choses fantastiques. Pendant des mois, ces 4-là se sentent un peu à l'écart, hein, à la tête du Parti communiste. Donc ils serrent les coudes. Ils entretiennent ce qu'on pourrait appeler un esprit de groupe, hein, à l'intérieur du Parti communiste. Alors, bon, ça ne va pas durer éternellement, mais il n'empêche ce passage, et ça, Charles le montre excellemment. Enfin, la troisième chose, alors ça aussi, on le savait, et le Métron nous a aidés à le comprendre, c'est quand même... alors, c'est pas le terme, hein, j'allais dire versatilité, c'est pas le terme, parce que les engagements sont des engagements qui engagent vraiment à l'époque, mais ils sont d'une variabilité extraordinaire. Les étiquettes que l'on colle ne tiennent pas. Les opinions, les comportements, les pratiques varient au gré des circonstances. Un tel qui était un libertaire pur jus, on va le retrouver quelques mois plus tard, un bolchevisateur forcené. Tel autre qui est au Parti communiste va le quitter parce qu'il n'accepte pas la subordination qu'il sent venir du syndicat au parti. Donc ça bouge en permanence. Et c'est le dernier point, mais là, en quelque sorte, Jean-Charles nous donne quelques éléments, mais il ne nous donne pas tout. C'est que on est dans des affrontements où le compromis n'est jamais qu'une manœuvre. Le compromis, il est là pour faire tomber, pour pousser l'autre à la faute. C'est-à-dire qu'on est dans des logiques d'affrontement. Même si les gens changent d'opinion, quand ils ont leurs opinions, ils s'affrontent aux autres. Et ça entretient une culture de scission et par la suite une culture d'intransigeance et d'intolérance qui va beaucoup marquer la CGTU et qui va l'affaiblir. C'est-à-dire que il n'y a pas de compromis possible avec les réformeurs confédérés. On va leur tendre des pièges. Rassurez-vous, les autres ne sont pas mauvais non plus pour tendre des pièges et pour essayer de leurrer les révolutionnaires et de les pousser à la faute. Mais quand ils auront construit cette maison commune des révolutionnaires, dès qu'une opinion distincte va émerger, elle est tout de suite regardée comme suspecte et on ne discute pas, enfin on discute, mais on cherche à éliminer le gêneur. Et ça, la CGTU ne va pas s'en remettre. Son incapacité à gérer les nuances et voir les divergences va tuer la CGTU. À plus forte raison quand le contrôle extérieur va se renforcer, contrôle doublement extérieur, contrôle du parti en France, et puis contrôle de Moscou hors de France. Donc, pardon, j'ai été un peu trop... Non, mais très bien. C'est ça l'intérêt de la science.
À toi, Brandon. Alors, moi, il y a deux éléments qui m'ont vraiment interpellé avec le regard, on va dire, moins biaisé, c'est-à-dire le regard de l'historien d'aujourd'hui avec les connaissances accumulées, voilà, sur ce qu'on savait jusqu'à l'apparition de ce livre sur la CGTU. Moi, il y a deux points qui m'ont vraiment, voilà, que j'ai retrouvé remarquables. C'est que sur l'histoire quand même de la CGTU qu'on continue de développer, et même si ça reste le parent pauvre, il y a quand même plus de travaux qu'il y en avait il y a 30 ans. Il reste une période, et moi-même qui ai travaillé sur la CGTU, je ne m'étais jamais tellement intéressé, c'est sur le premier semestre 1922. C'est-à-dire que la scission s'opère en décembre 1921 lors d'un congrès minoritaire suite à l'exclusion de la fédération de Pierre Semard, qui est très bien d'ailleurs raconté dans l'ouvrage. Et donc, il y a un congrès des syndicats minoritaires en décembre 1921 qui décide, faute d'une réponse de la part de la CGT, donc de ne plus reprendre leur carte en 1922 et de se coordonner en attendant la mise en place d'un congrès. Et en général, on passe de ce congrès qui marque la scission en 1921 au congrès de juin 1922 à Saint-Étienne, qui est le congrès fondateur de la CGTU. Et pendant ces 6 mois de battement, il faut reconnaître que cet organisme n'a aucune presse officielle, puisqu'il n'y a rien de vraiment structuré. Et par exemple, la vie syndicale, l'organe officiel de la CGTU va apparaître à partir du mois d'octobre, si je ne dis pas de bêtises, le premier numéro, c'est-à-dire suite au congrès de Saint-Étienne. Et Jean-Charles s'est particulièrement intéressé, mais alors en allant piocher, là encore, des informations, j'imagine, dans toute la presse, des petits éléments dans beaucoup de presse, sur toutes les tensions et toutes les rivalités qui ont pu exister entre le congrès minoritaire de décembre 1921 et le congrès de Saint-Étienne. Et on voit bien là que durant toute cette période où on a une commission administrative temporaire, on pourrait dire, un CCN, pareil, lui aussi temporaire, que se joue là, durant ces 6 mois de flottement ou de battement avant que le congrès ne se mette en place, une lutte d'influence, principalement entre, d'un côté, les anarcho-syndicalistes, pour faire vite, et puis des communistes qui, on a presque l'impression que Jean-Charles leur fait le reproche, ne sont pas assez, j'allais dire, offensifs par rapport aux anarcho-syndicalistes qui, en l'occurrence, sont, eux, très bien organisés grâce à un pacte secret mis en place 1 an auparavant. Et en tout cas, je trouve que cette période-là, et donc le dévoilement du pacte, et quand tu parlais justement des retournements, c'est que 1 mois avant le congrès de Saint-Étienne, le pacte secret des anarcho-syndicalistes et libertaires est dévoilé par l'un des signataires de ce pacte qui a rallié la VO et qui est devenu, qui a rallié le noyau de Pierre Monat, pour faire vite, et qui divulgue à 1 mois du congrès l'existence de ce pacte qui, effectivement, pour les grands défenseurs de l'autonomie ouvrière et du fédéralisme, ont été un peu mal à l'aise pour défendre leur pacte en essayant d'expliquer que tout ça était lié au contexte. Ce que là, en l'occurrence, les communistes purs et les syndicalistes communistes associés aux syndicalistes révolutionnaires leur diront que la mise en contexte n'explique quand même pas tout et qu'il y avait bien l'idée, non pas d'un complot, mais en tout cas d'une organisation un peu secrète pour prendre le contrôle justement de la future CGTU. Et ça, je trouve que c'est vraiment nouveau. On connaissait l'existence du pacte, mais je trouve que là, sur ce premier semestre 1922, Jean-Charles éclaire vraiment les choses d'un œil neuf. Et puis, alors je vais en revenir sur l'histoire quantitative. La deuxième partie consacrée aux effectifs et ce qu'on appelle, ce que Jean-Charles appelle la démographie syndicale, c'est-à-dire que Jean-Charles va, pour cette deuxième partie, étudier les congrès de 1922, 1923, 1925, 1927 et comparer donc la natalité syndicale, c'est-à-dire la création de nouveaux syndicats, la mortalité syndicale, c'est-à-dire la mort des syndicats, l'évaluation des effectifs dont on sait encore aujourd'hui que la question des effectifs syndicaux est toujours problématique. Tout ça en s'appuyant sur les annexes des congrès confédéraux. Je ne sais pas si parmi vous, certains ont lu des congrès confédéraux et surtout les tableaux d'annexes avec les votes, etc.
Jean-Charles a fait l'étude exhaustive de tous ces tableaux absolument imbitables, il faut quand même le dire. C'est parfaitement français et non Oui, oui, grossier. non, mais Euh, je trouve que non, il a fait son travail d'historien. Voilà. Hein. Et pour réussir à en sortir des chiffres dont j'avoue être tout à fait admiratif parce que sans, encore une fois, les outils actuels, c'est-à-dire pas de tableur Excel, tout ça a dû être fait à la main. Il ne se contente pas de donner des chiffres, mais fait des pourcentages comme si c'était pas assez compliqué. Et je trouve que le résultat sur cette première partie, donc qui est l'apogée jusqu'en 1927, alors ça, on savait que c'était l'apogée en termes d'effectifs de la CGTU. Lui tente d'affiner les chiffres et puis en ajoutant des statistiques et des tableaux qui sont vraiment remarquables, même si lui-même ne les estimait toujours pas suffisamment bien à son goût, puisqu'il y en a certains où il dit qu'il faudrait revoir tout ça. Mais voilà, moi, sur les deux aspects qui m'ont vraiment le plus marqué dans ce travail, en plus de ceux que Michel avait évidemment déjà soulevés, moi, c'est les deux supplémentaires. Ben voilà, on a à peu près les éléments de réponse par rapport à l'apport de la thèse de Jean-Charles. Avant de passer la parole à la salle et d'ouvrir aussi le débat, parce que c'est pas simplement un lieu, on va dire, de cours ex cathedra, hein, c'est pas le but du séminaire. Peut-être essayer d'ouvrir des perspectives après le bilan, hein, en étant assez classique de ce point de vue-là. Comment renouveler ou revisiter ou compléter en 2024 la thèse de Jean-Charles, parce que, vous l'avez dit, elle est inscrite dans une temporalité, alors même si elle a été commencée années 60-70, réécrite un petit peu dans les années 80, mais il y a quand même depuis les années 80, il n'y avait pas retouché au tapuscrit ou au manuscrit, peu importe comment on l'appelle, vu les évolutions historiographiques, vu aussi les enjeux de l'ouverture des archives aujourd'hui, de la quête d'archives nouvelles, non seulement celles de Moscou qui sont dorénavant accessibles, mises en ligne grâce à la Fondation Gabriel Péry, la Maison des sciences de l'homme de Dijon, hein, ou Pandore, il y a beaucoup de choses qui sont dorénavant en ligne et accessibles pour tous. Il n'y a pas tout, il en reste encore beaucoup à Moscou, et là, je ne sais pas quand est-ce qu'on pourra les avoir avant quelques années. En tout cas, c'est clair que maintenant, c'est fini. Les archives de police qui, elles, sont aussi revenues des fonds de Moscou des années 20 et 30 de surveillance policière, la fameuse série F7 qui pendant longtemps été interrompue, mais que l'on peut retrouver, etc. Donc l'apport de ces nouvelles archives, l'apport aussi d'une nouvelle historiographie, comment on peut revisiter, compléter en 2024 cette thèse, quelques pistes ou quelques éléments ou réflexions. Je commence. Alors, les quelques pistes, si on prend les archives de Moscou, il y a effectivement des éléments qui seraient et qui sont déjà pour partie ont déjà été exploités et qui lui ont sûrement manqué, pas forcément pour la première partie encore une fois, hein, mais en tout cas pour la suite. Même s'il faut quand même aussi reconnaître que parmi ces archives de Moscou, celles de l'ISR et de la CGTU sont… Alors ISR, CGTU, tu rappelles, parce que tout à l'heure on avait une question sur le chat, parce que nous on est dans notre monde et d'aucuns n'ont pas forcément l'organigramme du Comintern ou Troisième International ou International communiste. Il y a une branche, donc l'ISR. Donc l'ISR, c'est l'International syndical rouge, c'est-à-dire, on va dire, le pendant syndical de l'International communiste à Moscou et à laquelle la CGTU était donc adhérente. Ça a été compliqué, mais elle a fini par y adhérer. Du coup, j'en ai perdu le fil. Oui, donc les archives de l'ISR et de la CGTU ne sont pas toutes revenues. Et il y a certains fonds dont on a les inventaires, en l'occurrence, mais dont on n'a toujours pas accès aux archives. Donc, même là, sur ce point-là, ça ne répondra jamais, enfin, et vu le contexte actuel, en tout cas pas pour l'immédiat, aux suites à donner. J'allais dire, mais c'est vraiment pas le bon exemple avec Jean-Charles, c'est que l'usage de la presse, grâce justement à Gallica et à Retro News, mais le travail qu'il a fait, il a réussi à le faire sans. Et là-dessus, il y a toujours des nouveaux organes qui peuvent apparaître en ligne, mais il demeure rare. On peut quand même dire quelques mots sur les fonds de l'IHS.
Et là aussi, sur la CGTU, ils sont plutôt rares hein, pour la période de l'entre-deux-guerres. Les rares archives de la CGTU qui sont ici à l'IHS concernent la période de réunification et le mouvement des chômeurs de 1933. Mais avant 1933, ici, il n'y a aucune archive, en dehors des brochures et de la presse, j'entends, mais aucune archive interne, et qui sont pourtant, elles aussi, revenues de Moscou, mais elles sont pas revenues jusqu'ici, en tout cas. Finalement, je n'ai pas donné grand-chose comme nouvelle piste de renouveau, mais pour faire un état des nouvelles archives qui existent et qui ne répondent pas toutes aux attentes qu'on pouvait en espérer. Vas-y, Michel. Alors, du côté du questionnement, je crois que Jean-Charles ouvre une approche des organisations qui va au-delà de l'étude de ce qui se passe dans les congrès, des polémiques par journaux ou publications interposées. Et il fait une part, et il le dit d'ailleurs, une part importante aux militants en chair et en os. Il le dit en ces termes, il ne veut pas réduire les militants à des ombres, pas réduire les hommes à des ombres. Ça, à son époque, s'agissant, alors, si le culte de la personnalité existe déjà, est bien en place à l'époque, mais s'agissant des groupes militants, des collectifs. Ce ne sont pas que des collectifs, à l'intérieur, il y a des individus et il y a des sociabilités, il y a des réseaux. Je ne pense pas qu'il utilise le terme, mais l'idée y est. Et ça, effectivement, c'est quelque chose qui, du point de vue de l'histoire des organisations, est aujourd'hui un acquis. Et c'est quelque chose qu'il faut appliquer à l'étude de la CGTU. Et je dirais qu'il faut appuyer et pousser encore davantage dans ce sens. C'est-à-dire qu'il faut aller vers une histoire sociale du syndical, du politique, bien entendu, mais là, une histoire sociale du syndical. Alors, qu'esquisse Jean-Charles en fournit des données. Il nous dit, la CGTU, elle est présente dans tel territoire, elle est présente dans telle profession. C'est très concentré d'ailleurs, hein. C'est le problème de la CGTU. Il y a des endroits où elle est forte, et puis il y a des endroits où ce sont les déserts, que ce soit territorialement, avec ces grandes bases parisiennes, le Nord, Lyon, la région lyonnaise, et ainsi de suite, et puis ces grandes bases professionnelles, les métallos, les cheminots, les services publics. Stop. Voilà, à peu près stop. Même si elle a plein de fédérations, après ça. Alors, bon, et donc, il nous donne des éléments. Mais maintenant, il ne nous dit pas pourquoi. Hein. Alors, on peut voir des filiations historiques. Hein. C'est vrai qu'il y a des liens entre les bases qui étaient celles du syndicalisme révolutionnaire et celles de la CGTU, mais pas complètement. Donc, il y a besoin d'approfondir cette histoire sociale du syndical. Mais j'irai plus loin. Il faut aussi aller vers une histoire anthropologique du syndical. C'est-à-dire, il faut aller plus loin en s'intéressant aux pratiques effectives. La CGTU, elle a inauguré plein de choses. Elle en a raté plein, mais c'est pas parce qu'on échoue que l'expérience est inutile. Elle est la première à développer
à avoir une véritable politique en direction des femmes salariées, des femmes travailleuses. Elle est la première à avoir une politique syndicale en direction des travailleurs étrangers, immigrés. On a voté la MOI tout à l'heure. Elle est aussi… MOE même, au départ c'est la MOE. Oui, oui, Oui. exact. Et même chose en ce qui concerne les chômeurs. Hein. Bon, et donc, ça peut parfois marcher, et puis ça finit par s'épuiser et tomber. Mais elle inaugure. Hein, et c'est ce laboratoire, toutes ces expériences ne marchent pas, mais il y a des enseignements à en tirer, et le mouvement syndical va s'enrichir de ces expériences, en partie qui échouent parce que le reste du syndicat ne suit pas, parce que la conjoncture n'est pas bonne, peu importe. Donc, il faut s'intéresser aux pratiques. Là, on commence par le plus simple, les congrès. Les congrès sont des fabriques de discours. Et là, de ce côté-là, la CGTU a un vocabulaire, et là aussi, de ce point de vue-là, pas complètement inauguré, mais c'est vrai qu'il y a un style. On reconnaît assez vite, même si ce n'est pas signé, un document CGTU. Ça barde. Hein, et en tout cas, ça cogne. Bon. Mais il y a les pratiques derrière. Alors, il y a plein de mots d'ordre. Ils sont sous une avalanche de mots d'ordre, de journées organisées, et évidemment, une bonne partie ne sont pas réalisées. Hein. Et en abondo, c'est facile après de dire, quand on veut éliminer un militant ou une organisation, de dire vous n'avez pas participé à la journée de… Évidemment, c'est sans arrêt qu'il y a des journées et tout. Donc, il ne faut pas être prisonnier par l'enflure des propos et des initiatives prises. Mais néanmoins, il faut s'intéresser aux pratiques. Et je crois que ce qu'on a essayé de développer à partir du séminaire CGTU qui continue, c'est de voir réellement ce qui se passe dans les organisations syndicales et ce que font les organisations syndicales unitaires dans telle région, dans telle profession. C'est vers ça qu'il faut. Et autrement dit, il faut autonomiser l'étude de la CGTU, la prendre pour ce qu'elle est et en ce qu'elle est. Une organisation syndicale révolutionnaire, sans doute, mais qui a ses propres raisons d'être, quand bien même elle est, et c'est son problème, subordonnée, contrôlée par des organisations extérieures. C'est ça qu'il faut, parce que c'est ce qui nous permettra de comprendre, par-delà les échecs, de ce mode de rapport avec le parti et de cette difficulté à coller et à s'implanter profondément dans les masses, c'est ce qui nous permettra de comprendre le syndicalisme d'après la CGTU, c'est-à-dire le syndicalisme réunifié en 1936 et qui tient son rôle et son créneau au moment des grandes grèves et qui devient à ce moment-là un mouvement de masse, et le syndicalisme d'après la Deuxième Guerre mondiale qui n'est pas étranger aux expériences d'avant. Voilà. Merci. Voilà, écoutez, on arrive au terme là, des exposés. Il est question, il y en a qui sont déjà sur le chat. Il y a Serge Velikov qui a la parole dans 10 secondes. Il y a juste une chose que je voulais dire, Serge, par rapport à une question qui nous est arrivée sur les réseaux sociaux. Jean-Charles avait sans doute lu le livre de Maurice Laby, La grande division des travailleurs, première session de la CGT 14-21 aux éditions ouvrières en 64, un des rares ouvrages sans doute consacrés alors à la CGTU. L'évoque-t-il dans la thèse? Oui, il l'évoque. C'est la comparaison tout à l'heure qu'on évoquait historiographique avec Annie Kriegel,
tout en montrant aussi les limites de l'ouvrage de Laby, de Maurice Laby, pardon, en disant sur les cartes, je prends un exemple, hein, le chiffre retenu pour définir un adhérent 12 timbres par carte est à l'évidence irrecevable, surtout en période de forte et brutale variation d'effectifs en cours d'année. Donc ça permettait de revisiter cette historiographie qui pouvait exister avec ses limites et des choses de méthodologie qui sont vraiment bien explicitées dans la thèse de Jean-Charles. Donc voilà pour la petite réponse qui était demandée pour les réseaux sociaux. Maintenant, Serge, merci à toi. Merci. Oui, cette journée a aussi il y a une dimension hommage, quand même, avec ce livre. Et je ne pouvais pas ne pas dire un mot en termes d'hommage, mais qui a un rapport avec le contenu du bouquin et qui est publié. Juste l'idée que, en ce qui me concerne, moi j'ai fait une thèse sur l'internationale communiste et le mouvement communiste français entre 25 et 35, et qu'à l'origine de ce sujet de thèse, il y a Jean-Charles. Donc je voulais non seulement lui rendre hommage, mais dire pourquoi. Il m'a poussé, en plus, à faire à l'époque ce qu'on appelait une thèse d'État. C'est parce qu'il ressentait dans son travail qu'il m'avait montré, là on est au début des années 80, hein, on est au début des années 80, donc ce que vous dites éclaire aussi sans doute ses préoccupations du moment. Il avait repris ou retravaillé sur le manuscrit à ce moment-là, et il ressentait une grande insatisfaction parce qu'il avait des hypothèses, mais il avait une dissymétrie des sources. C'est-à-dire qu'il avait pris énormément de notes, une quantité de notes tout à fait incroyable. On a parlé de son écriture. Lui-même avait parfois de la difficulté à se relire, mais c'était tout à fait. Mais le temps qu'il avait passé à Moscou, dans les conditions que Jean a rappelées, l'avait amené à travailler sur un type de source. Et plus il avançait, et quand je dis plus il avançait, quand il avançait non pas sur 22-23, mais sur la question de l'ouvriérisation, de la bolchevisation et ce qu'on a appelé la direction unique du mouvement ouvrier, ce que Michel évoquait quand les dirigeants de la CGTU entrent à la direction du parti. Il était, non pas obsédé, mais il était extrêmement préoccupé. Il me dit, il faut qu'on comprenne ce qui s'est passé, et pour ça, il faut les archives du Parti communiste et de l'Internationale communiste. Parce que lui, il les avait pas. Il avait des bribes, et cette question l'a toujours préoccupé. Et moi, la discussion que j'avais avec lui, c'est pourquoi tu ne retournes pas? Pourquoi on ne remet pas ça sur la... Et là, on était dans une dimension, tu parlais de l'anthropologie pour le travail historique, là c'est l'anthropologie des historiens. Hein. Lui, il ne voulait plus bouger ou repartir, les conditions n'étaient plus les mêmes. Les conditions n'étaient plus les mêmes, et la situation au début des années 80, dans l'URSS des années 80, était assez compliquée pour le travail de recherche. Moi, j'y suis allé à partir de 84-85, et c'est à ce moment-là que j'ai posé la question des inventaires et commencé à poser le problème du rapatriement systématique, mais sans régler la question avant 90. Hein. C'est en 90 que ça s'est dénoué. Ça, c'était ma première remarque pour rendre hommage à Jean-Charles et dire que quand moi je suis arrivé à Dijon et que j'ai, comment dire, eu l'idée de développer l'histoire du mouvement ouvrier, il m'a énormément encouragé, et d'une certaine façon, le centre de documentation qu'il avait constitué à Besançon était un petit peu, on va dire, gelé, quoi. Hein? Comment, Georges? Moribond. Bon, alors, moribond. Il a fallu des orages mémorables sur l'université à Besançon, que tout avait failli disparaître. On a loué, Jean était déjà dans le coup, il connaissait des camionnettes pour emmener et sauver des brochures, pour sauver des livres à Dijon. D'ailleurs, certains universitaires que ça n'intéressait pas du tout à Besançon nous en ont voulu pendant des années. Et ça a sans doute été un ferment pour amorcer l'idée d'un centre de documentation sur l'histoire internationale du mouvement ouvrier à Dijon qu'on a lancé en 92-93, quelque chose comme ça, avec un premier colloque où Jean-Charles était très présent, où il nous a encouragés. Et je lui dis, tu nous encourages, mais tu pourrais participer. Ben, c'était tout Jean-Charles, quoi. Hein. Il nous encourageait, il n'était pas... Surtout quand je me compare, je regarde l'âge que j'ai aujourd'hui, il se trouvait vieux. Et donc, il y avait une sorte de dissociation du personnage. Mais par contre, cette démarche
Puis la démarche qu'on a eue avec Jean, Jean a été prof à Besançon pour travailler sur des corpus documentaires et tout ça. Il encourageait, il était très content, mais c'était pas son truc. Mais enfin, je voulais quand même lui rendre hommage sur le fond parce que il nous a sans doute, il y a un héritage du travail de Jean-Charles qu'on a essayé de développer, de faire fructifier dans des conditions différentes, mais qui est vraiment réel. Et donc, on peut d'autant plus apprécier cette publication de ce travail. Alors moi, sur le fond de ce qui vient d'être dit, à propos des remarques, je pense que dans la thèse, on voit qu'il y a une dissymétrie. Enfin, une dissymétrie de l'apport. C'est extrêmement productif, à mon avis, très fort, en dépit des problèmes d'archives de l'ISR, enfin, l'Internationale syndicale rouge en 22, 23. À partir de 25, 27, on a des bribes très intéressantes. Et lui, ce qu'il fascinait, c'était la croissance des effectifs de la CGTU. Hein, ça, c'est. Sauf que, à partir de la direction unique, hein, il y a la constitution de la direction unique, on voit les effectifs de la Confédération repartir et tenir la dragée haute à la CGT. C'est pas sans intérêt, puisqu'il était obsédé. Il pensait effectivement aux années 30 à 36 et postérieures. Comment expliquer que la CGTU, que les dirigeants de la CGTU avaient cette capacité dans la CGT réunifiée de prendre assez rapidement une place, une dynamique et une place importante. Sauf que pour la période 25-27, il n'a pas les archives ni de l'ISR, ni du Parti communiste, et que là, pour le coup, autant le contrôle du PC a été une sorte de, comment dire, tu l'as évoqué à différents moments, de frein pour la période notamment et de difficulté. À partir de 28-29, quand Giton prend la direction de la CGTU et l'orientation de la CGTU, mais le congrès de Bordeaux de 1927, les initiatives dont tu parles tout à l'heure, Michel, sont à mettre en relation. Je crois que dans la conférence que j'avais faite, j'avais évoqué. Mais Lozowski, l'Internationale syndicale rouge, la direction du Parti communiste, où il y a Montmousseau, il y a Semar, il y a une imprégnation très forte d'une certaine pratique de masse qui est marquée par à la fois le syndicat, mais qui a des effets sur le syndicat. Et cette politique qui va être stoppé en vol par la ligne dite classe contre classe, lui, il la ressentait. Et c'est pour ça qu'il me poussait notamment à aller voir les archives à Moscou et travailler sur l'histoire du parti. Je ne développe pas. Moi, c'est pas pour engager le débat avec Michel parce que c'est pas le lieu, mais à l'époque, comme d'autres historiens, il se méfiait d'une histoire institutionnelle et officielle et donc d'une histoire un peu idéologique de l'organisation sur sa propre histoire. Tout l'intérêt des pratiques, l'intérêt d'analyser les données, les chiffres. Mais par contre, à mon avis, il ne voyait pas la part idéologique très forte des orientations et des débats d'orientation qui existaient, y compris dans la CGTU, y compris sur la conception des modes d'action, et y compris sur les conséquences de la bolchevisation. Et on a aujourd'hui énormément, on a beaucoup d'éléments qui nous montrent que les syndicalistes faisaient de la politique. Ils faisaient de la politique. On est dans cette époque où un homme comme Montmousseau, un homme comme Pierre Semar, qui est secrétaire général, il reste syndicaliste, mais il fait de la politique, évidemment. Et ils ont une conception, ils apportent à une conception, j'allais dire française, de la politique, quelque chose de très fort et très intéressant, qui pour une part explique une embellie relative. Et quand Maurice Thorez au congrès de Lille en 26, puis à Villeurbanne en 35, 36, évoque l'originalité du mouvement ouvrier français. Il dit « Nous avons une expérience du syndicalisme de masse et le Parti communiste français, il rend hommage d'une certaine façon à ce que tu dis, Michel. Mais il le fait de façon positive en incluant l'apport des syndicalistes. Alors, entre-temps, il y a eu le rôle de Frachon depuis 1932, le transfert de cette expérience syndicale ou les échanges entre expérience syndicale et expérience politique, mais ce mixte,
ces allers-retours sont intéressants parce que je pense que ça, dans les pistes que vous évoquez pour la recherche, moi je pense qu'il faut à la fois autonomiser l'étude de l'objet syndical, mais en même temps le penser parce que le penser dans son histoire de ce moment, il est, comme tu l'as dit, Michel, il n'est pas seulement héritage, il est pour une part héritage du syndicalisme révolutionnaire, mais en même temps il est transformation. Et dans cette transformation, on a peut-être exagéré le rôle du PC, du communisme, mais par contre, on ne peut pas aujourd'hui l'ignorer. Alors, c'était la question de Jean-Charles. Est-ce qu'il y a constitution d'une direction unique du mouvement révolutionnaire? Ça avait été ça, comment dire, le mot d'ordre de 25, de 24, 25. Pour lui, il n'y croyait pas. Il continuait de penser qu'il y avait des syndicalistes et d'autres, que les syndicalistes avaient leur figure propre, mais en même temps, une osmose s'était construite. Et je pense que dans les syndicalistes de la CGT post-36 de la réunification qui sont communistes, ils se pensent presque pour toute une longue période, de façon presque indissociable, l'un et l'autre, à la fois comme syndicalistes et comme communistes. Et c'est cette alchimie qui est assez, aujourd'hui, complexe à penser. Et pour une part, ça se fabrique pas en un seul moment. Il y a sans doute 3 moments. Il y a 22, 23, quand même. Il y a 25, 27. Puis, il y a 32, 35, quoi. Ou 33, 35. Il y a des moments avec des contre-tendances, mais c'est, je pense, un des héritages du travail de Jean-Charles, parce qu'il a été pionnier dans ce sens et dans plein d'autres sens. Voilà les 2-3 remarques que je voulais faire. Merci Serge, plus que 2-3 remarques qui étaient importantes et qu'il fallait absolument qu'on ait dans le cadre du séminaire, et ce qui montre bien le côté, je dirais, utile d'avoir les deux approches, l'approche syndicale et l'approche aussi liée au parti, qui nous amène à comprendre la galaxie communiste, ce qui constitue en fin de compte quelque chose de beaucoup plus large, ou ce que d'autres appellent la famille communiste, peu importe comment on va la nommer, mais ce qui permet de comprendre la naissance de cette culture politique. Alors il y a des questions en ligne énormément, j'en reprends une rapidement, mais quelles sont les raisons de la scission en 1921, si ce n'est l'opposition entre anarchistes et communistes pour prendre la direction de la CGT? Oui, il y a ça, mais il faut jamais perdre de vue qu'il y a déjà ce qu'ouvre la Première Guerre mondiale et tous les enjeux de la Première Guerre mondiale, la sortie de guerre, les enjeux des révolutions russes et des suites des révolutions russes, les enjeux des grèves de 1919-1920 et comment elles sont matées par le pouvoir en place et le gouvernement de la Chambre Bleue Horizon qui va durement réprimer le mouvement ouvrier. Hein. On pense entre autres au renvoi des cheminots, enfin bon, tout ce qui participe de cela. Donc, il y a plein de réponses à apporter. Elles sont dans la thèse. L'historiographie est importante sur le sujet, mais voilà quelques pistes. Et déjà, certaines avaient été abordées tout à l'heure. Il y en a une autre série de questions, et je suis désolé, après, je redonne la parole à la salle, mais il faut qu'on jongle entre les deux. La Fédération unitaire de l'enseignement, ex-Fédération nationale des syndicats des instituteurs, qui rejoint tout de suite la CGTU, a expérimenté un fonctionnement fondé sur l'existence des tendances que l'on retrouvera plus tard dans la FEN jusqu'à la FSU aujourd'hui, avec une direction à majorité fédérale, opposition aux syndicalistes communistes, etc., etc. Bon, une question par rapport à ces enjeux du monde de l'éducation. Peut-être une ou deux réponses, Michel ou Morgan, et puis après on repasse la parole à la salle. Sur la FUE, non, la vraie caractéristique de la Fédération unitaire de l'enseignement, c'est que ça a été la seule à ne pas avoir finalement été matée, entre guillemets, par la direction communiste, et que à partir de 1929 jusqu'à la réunification de 1936, elle sera la seule fédération à être tenue, et elle tiendra jusqu'au bout, par, alors, des opposants, c'est un peu un grand mot, je trouve, mais en tout cas, des gens qui ne sont pas dans la ligne, pour partie des communistes, mais qui sont contre une partie de la ligne, enfin, qui sont, pour faire vite, contre la ligne classe contre classe, des oppositionnels, et puis aussi des syndicalistes révolutionnaires, mais qui sont d'ailleurs même pas dans cette majorité-là, puisqu'ils sont dans la ligue syndicaliste
de Menat et Chambellan. Donc la FUE est vraiment un cas tout à fait particulier dans la CGTU. Et sur l'histoire des tendances, sur l'existence des tendances dans les autres fédérations, tu as des éléments éventuellement, Michel? Mais d'abord parce que il y a d'autres fédérations qui sont oppositionnelles. Alors on peut discuter, mais le fait est que ils sont en désaccord avec la ligue majoritaire de la Confédération. Et ils sont là-dessus en désaccord, en fait, avec la politique syndicale du Parti communiste. En fait, c'est ça. Alors, le problème quand même, hein, les communistes, ne les voyez pas en 1922 ou 23 comme ils seront en 1929 ou en 1950, hein, ou même en 1978. J'arrête là. Mais c'est au congrès de Saint-Étienne de juillet 22, pardon, qui est le congrès où effectivement là ils actent la scission. Hein. En décembre 21, ils ont fait un congrès d'opposition, mais qui n'était pas un congrès de scission. Voilà. Par contre, en juillet 22, là, c'est la scission. Bon. Les communistes, il y en a. Ils se réunissent même à part. Mais ils se réunissent avec qui? Ils se réunissent avec Frossard, lequel Frossard est déjà à ce moment-là en désaccord avec Moscou sur la question du front unique. Vous croyez qu'il en sort une ligne bien claire pour les syndicalistes qui ont leur carte au Parti communiste? Non, hein. Faut pas rêver. Hein. Il y a admettons, il y a une fraction communiste. Cette fraction communiste, elle est elle-même hétérogène et donc ils sont sans doute une force principale dans le Congrès, mais ils ne sont pas hégémoniques. Et c'est pas, ils font basculer, ils aident à évincer les libertaires du pacte dont parlait Morgan tout à l'heure, mais hormis ça, leur ligne, elle est pour le moins floue ou inexistante. Donc voilà, hein, il faut quand même avoir ça en tête. Et puis, les communistes, en permanence, entre 1922 et 1927-29, voire 34, dans certains cas, vous avez en permanence des gens qui rompent avec le Parti communiste parce qu'ils en sont membres. Ils en ont même été des éléments moteurs à un moment donné parce qu'ils ne se reconnaissent plus dans la ligne syndicale du Parti communiste. Donc à ce moment-là, ils quittent le Parti communiste, ils sont marginalisés dans le Parti communiste. Et dans la CGTU, le problème, c'est qu'ils tiennent parfois des syndicats, ce sont des hommes de masse. Ils tiennent des syndicats, ils sont influents dans des régions et ils lâchent pas. Et donc, on voit se constituer dans la CGTU des régions ou des professions où ils sont à la CGTU, mais ils sont contre la direction de la CGTU. Ils tiennent, alors localement, régionalement, alors j'en ai déjà parlé lors d'une séance du séminaire, mais la fédération des dockers, qui n'est pas une fédération énorme, hein, mais elle est tenue par des oppositionnels jusqu'en 1934. Et les oppositionnels en question, parfois, ils vont loin. Hein. À Marseille, le syndicat unitaire des dockers, il est tenu par les sabianistes.
qui sont des fondateurs du Parti communiste à Marseille, mais qui on va dire dérivé, hein, et qui, alors pour des en dockers, 34 ils sont encore de gauche, hein, mais bon, ils vont passer vite à l'extrême droite. Au PPF. Donc voilà, c'est aussi cette histoire complexe, hein, qu'il faut. Alors donc les tendances, la CGTU ne peut pas les empêcher, puisque elle est née de la construction d'une opposition contre la direction confédérée. Donc les tendances existent. Et il y a dans les congrès des votes qui départagent une majorité et une minorité. Alors ça fluctue. Généralement, au niveau des congrès confédéraux, la majorité tient, mais parfois elle passe de justesse, hein. Et parfois ils font des concessions minoritaires, c'est rare, mais par exemple en 27 ils en font, hein. Bon, il y a en permanence des jeux et le débat est réel. Mais c'est un débat, je le disais tout à l'heure, issu de cette culture de minoritaire qui fait que le contradicteur, il faut le réduire, ou le neutraliser. Mais ce pas des débats qui visent à la conciliation. Voilà, c'est le moins qu'on puisse dire. Merci. Alors maintenant, des questions aussi dans la salle, puisqu'on en a pris sur le net, hein. Revenons au présentiel. J'en vois une, deux, pardon. Peu importe. Oui, alors, rapidement, pour commencer, tu as parlé, Michel surtout, des différents militants avant même la CGTU, qui soient syndicalistes révolutionnaires, anarchistes. Je fais la distinction entre les deux parce que c'est pas les mêmes, communistes, etc. Et des basculements d'une orientation à une autre rapide. Je pense que ce qu'on voit particulièrement bien dans la thèse, c'est qu'il y a beaucoup de difficultés à faire une analyse. Les militants sont particulièrement troublés et un peu en perte de repères, et ils essayent de se raccrocher à certains principes sans totalement les maîtriser, et en essayant de prendre en compte la nouvelle situation, avec certains par contre qui la refusent, parce que ça se voit, il y en a certains qui disent que rien n'a changé comparé à avant 1914, et que c'est la guerre 14-18 qui est une parenthèse et qu'il faut reprendre comme avant. D'autres qui essayent de faire le mix, certains qui essayent de se raccrocher à l'expérience bolchevique. Enfin, il y a un gros trouble à l'époque. Et moi, ce qui m'a un peu marqué à la lecture, c'est que, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, les plus centralisés dans la construction de leur identité, c'est les anarchistes. C'est-à-dire que c'est ceux qui sont censés le plus être en faveur du fédéralisme, qui, dans leur pratique, sont les plus centralisés, quoi. Je trouve que ça, il y a des choses à développer par rapport à ça, entre la théorie et la pratique. Là, on a un sacré gap quand même. Merci pour cette première question, remarque. Une deuxième. Oui, moi, je voulais revenir sur l'influence de la CGTU à l'intérieur, surtout du syndicat CGT, c'est-à-dire que je pense qu'il y avait déjà des élections syndicales à l'époque par rapport à des entreprises où on élisait, bon, à l'époque il n'y avait pas de CE, je crois qu'il n'y avait pas de comité d'entreprise, c'était après la guerre. Mais est-ce qu'il y avait des élections qui permettaient justement de montrer quelle influence avait la CGTU à l'intérieur de fédérations ou à l'intérieur même de la CGT en général? C'est quoi que vous appelez à l'intérieur de la CGT? Pourquoi la CGT réunifiée? La confédération. Oui, enfin, avant qu'elle soit réunifiée, c'est-à-dire avant et après. Il y a des élections professionnelles dans certains endroits. Chez les mineurs, Chez les cheminots. chez les cheminots et à la limite les prud'hommes. Ouais. Mais c'est les seuls moyens de vérifier, entre guillemets, le poids, ouais, l'influence électorale des groupements. Il n'y a pas d'autres. Non, à partir de 36, ce sera les délégués du personnel, mais la CGT est désormais réunifiée. Donc, si, il faudrait faire une analyse des tendances des élus, mais là, c'est oui, impossible, quasiment à faire. Mais avant, non, il y a quasiment. Avant, c'est les trois seules possibilités que vous avez données, hein. Voilà. Pour en revenir,
Il y a Georges qui veut intervenir. Vas-y. Oui, moi je voulais me poser une question plutôt sur ce que vous n'avez pas du tout évoqué. Il y a quand même eu des travaux importants qui ont été publiés, alors pas sur la CGTU, mais sur l'ISR, en particulier la thèse de Torstorff. Torstorff, Bon, voilà, qui était collègue à Mayence et qui est parti en retraite. Voilà. Bon, d'abord en allemand et puis maintenant en anglais, hein, donc un peu plus accessible pour la lecture. Et question, alors bon, moi je l'ai lu ça, mais est-ce que vous avez idée de l'existence d'une littérature soviétique? Est-ce que les Russes auraient publié sur la CGTU ou sur l'ISR? Bon, c'est la première partie de la question. La deuxième, c'est aussi un peu par curiosité, puisque vous avez évoqué le deuxième historien, alors bon, peut-être même des guillemets historiens, mais qui a publié déjà quelques articles sur la CGTU, entre autres. Hein. Et puis, j'ai ouï dire qu'il avait commencé une thèse, un peu comme Jean-Charles, qu'il n'a jamais achevé, si mes souvenirs sont exacts. Pourquoi c'est un sujet bizarre, la CGTU? On termine pas sa thèse. Voilà. Et j'ai ouï dire qu'il s'apprêtait à publier les travaux qu'il avait sous le coude. Bon, alors je ne sais pas si vous avez des informations plus précises que ça. Voilà, c'est tout. C'était le sens un peu de mes interrogations, plus sur la littérature. Alors, je vais répondre. C'était pas spécialement une question, mais sur la question quand même de l'organisation des anarchistes qui effectivement était beaucoup plus organisée, en tout cas depuis 1921. C'est justement au semestre 1922 que les choses commencent à bouger, mais effectivement, eux, depuis 1921, ils sont déjà dans l'optique de prendre la tête de l'opposition, éventuellement de la CGT, mais quand ils voient que la CGT va leur échapper, l'idée c'est de prendre la tête de la nouvelle CGT. Alors CGT R, révolutionnaire ou unitaire, voilà, il y a eu tout un débat, mais c'est vrai, les anarchistes sont sur ce coup-là beaucoup plus organisés. Mais ce qui permet aussi de revenir, c'est quelque chose que je voulais dire, on a beaucoup parlé de la CGTU, sœur du Parti communiste. La CGTU aurait très bien pu échapper au Parti communiste. Ça, quand même, on le voit bien. Je pense que vraiment, le déballage du pacte secret va jouer un grand rôle dans le fait que les anarchistes et les libertaires vont perdre la direction parce que c'était pas du tout gagné avant le printemps 1922 que la CGTU passe, on va dire, aux mains d'une coalition de communistes et de syndicalistes révolutionnaires. C'était voilà, l'histoire était vraiment pas écrite par avance. Ensuite, sur la thèse la publication de la thèse de Monsieur Boulouk. Alors, il vient de sortir hier un ouvrage qui s'appelle Meurtre à la Grange Aubel, donc qui était le siège de la CGTU, donc sous-titré Quand les communistes flinguaient les anarchistes, relatif à un épisode de janvier 1924 où effectivement il y a eu des affrontements et 2 morts à la Grange Aubel. La publication de ces travaux fait effectivement, j'en ai entendu parler comme toi, mais c'est des bruits de couloir, j'ai pas plus de précision, mais je te trouve assez dur quand même sur. Après, on est d'accord ou pas avec les conclusions, mais quand tu dis pseudo-historien, c'est un historien, et si on n'est pas d'accord avec tout, il y a quand même certains travaux qui sont remarquables. Après, je suis d'accord avec toi sur certains travaux. Bon, on n'est plus forcément dans l'histoire à proprement parler, mais quand il veut faire vraiment de l'histoire, il fait de la très bonne histoire. C'est juste ce que je voulais dire. Ça nous amène au débat historiographique nécessaire et qu'il faut toujours avoir. Ce que tu évoquais sur Torstorff, d'abord, c'est le seul vraiment à avoir pris à bras-le-corps cette question d'un point de vue de l'international. Serge l'avait invité dans un colloque sur l'internationalisme à l'épreuve, je crois, il y a quelques années, sur le syndicalisme, pardon, qui était tenu aussi avec l'IHS-CGT à Dijon. On avait eu un grand colloque sur le syndicalisme international et c'était les premières fois où il venait présenter en France, je crois, ses travaux en tant que tels. Alors sur les Russes, il y a eu des
des choses qui ont été éditées, mais documentaires, parce que les années 90 et début des années 2000, il y a eu, mais Serge peut en dire plus que moi, mais il y a eu beaucoup d'éditions de congrès ou de rapports du Prof Interne, de l'Internationale Syndicale Rouge, mais c'est en russe. Bon, après, c'est la question de l'accessibilité de la langue, et puis le problème aussi de l'accessibilité des ouvrages. Ici, en Europe occidentale, ils ne sont pas forcément partout. Serge en avait acheté quelques-uns dans le cadre du programme Incomca. On en avait fait venir aussi dans le cadre du programme Paprika, portail d'archives politiques de recherche d'indexation, l'ANR, hein, qui avait mis en ligne ces archives. Mais si tu lis pas le russe, c'est toujours la difficulté à un moment donné de l'avoir. Bon, quelques-uns, on avait pu les utiliser, mais voilà, rapidement. J'ai pas de choses nouvelles en dehors, bien sûr, de ce que Boulouk aussi publie. Il est pas le seul non plus, mais Michel va rajouter quelque chose. Pas là-dessus. Non, pardon. Sur les anarchistes. Sur les anarchistes, pardon. Vas-y. Alors, les anarchistes de l'époque ont encore une réelle présence syndicale. Ça, il faut déjà bien le voir, hein. Il y a un anarchisme intellectuel, esthétique et autres, mais il y a un anarchisme ouvrier, hein. C'est important. Et la guerre ne l'a pas anéanti, hein. D'une certaine façon, il l'a plutôt conforté. Bon, en même temps, c'est vrai qu'il réalise, en fait, c'est un complot, hein, leur pacte. C'est prendre, sans rien le révéler, mais manœuvrer pour prendre la direction de l'organisation à laquelle qu'ils poussent à faire scission. Parce qu'eux sont pour la scission. Bon. En même temps, il ne faut pas s'idéaliser, enfin, je ne sais pas si c'est une idéalisation, mais la cohérence et l'unité de pensée des libertaires. Ça leur reste, même si pour des coups et pour manipuler des réunions, ils peuvent être capables d'être efficaces, dès qu'on ouvre les débats, ça part dans tous les sens quand même, hein. Donc, ils réussissent à prendre le contrôle au congrès de décembre 21. Ils prennent le contrôle de la commission administrative qui est élue, parce qu'elle est élue dans des conditions de confusion totale, hein. Et comme ils ont bien préparé leur coup, clac, ils poussent leur candidat. Les autres, c'est pas qu'ils soient pas manœuvriers, mais là, ils se sont fait avoir. Et donc, ils voient élire une commission administrative sans s'y être préparés. Et du coup. Et sans vote. Voilà. Et c'est comme ça à chaque fois. Alors, la dénonciation du pacte, elle est un coup dur qu'il aurait porté. Et ça, c'est clair, puisqu'elle les met en contradiction avec les principes qu'ils affirment et qu'ils veulent voir développer. En même temps, ils sont curieux quand même, hein. Parce que, bon, il y a peut-être eu des meurtres à la Grange-Aubel, mais au congrès de Lille de la CGT en octobre 1920, ça barde, et à un moment, d'emblée d'ailleurs, hein, c'est le congrès de la CGT, c'est le dernier congrès commun de la CGT, et d'emblée, il y a une bagarre qui éclate sur des questions de mandat, enfin bon, peu importe le détail, et à un moment, il y a des coups de feu. Qui tire le coup de feu? C'est Lecoing, bon, qui deviendra plus célèbre par la suite. Alors, il tire en l'air ou il tire sur la tribune, on ne sait pas exactement, en tout cas, ça tire. Bon, c'est pas des méthodes, hein. Alors après, à la Grange-Aubel, quelques années plus tard, ça se répète. Et là, il y a des unitaires communistes qui ont aussi des armes. Bon, et là, cette fois, il y a des balles qui font mouche.
hein. Mais voilà, hein, ça c'est pour le truc. Je pense que la révélation du pacte dans le Congrès, c'est un gros point que perd la direction libertaire, mais je crois que plus profondément, quand même, et là on regagne l'implantation des syndicalistes révolutionnaires, le travail syndical, les propositions, par exemple, quand les libertaires veulent qu'à chaque congrès, on change de direction complète, aucun militant un peu blanchi sous le harnais ne peut accepter ça parce que les ressources sont faibles. Donc si à chaque congrès, vous balancez toute la direction en place, des fois, ça fait du bien, mais vous allez vite vous épuiser, hein. Donc, je dirais, les militants sérieux ne peuvent pas se reconnaître dans ce type de proposition, parce que c'est la mort du mouvement ouvrier. Le mouvement ouvrier a déjà tellement de difficultés à exister, à se maintenir. Si dès qu'il commence à acquérir un peu d'expérience, cette expérience, vous la laminez, bah c'est fichu, quoi. Donc, je crois qu'il y a aussi un irréalisme chez les libertaires qui fait que les militants de la vie ouvrière s'opposent à eux parce que, bon, voilà, c'est contre tout ce qu'ils savent de la difficulté de faire vivre des organisations.